Le ministre des Affaires étrangères explique dans une conférence de presse la nature des dispositions prises pour le retour de nos compatriotes d'Ukraine. Le ministre de l'Intérieur préside la Journée internationale de la protection civile et la sortie de 2 promotions. Signature de 2 conventions relatives au métier de la pêche et la riposte contre les pandémies dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous avant de passer au développement des titres, voyons d'abord ces 2 décrets rendus publics ce mardi par la présidente de la République. Il s'agit de la reconduction de Maître Ahmed Salem Ould-Bouhoubeyni à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme. Le second décret porte sur la nomination du général de brigade Khattar Ould Mohamed Mbarek au poste de délégué général de la protection civile et la gestion des crises. Et nous allons à présent entrer dans le vif du journal. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a tenu cet après-midi une conférence de presse centrée sur les dernières nouvelles concernant nos compatriotes en Ukraine. Ismaël Ould Cheikh Ahmed a évoqué les dispositions qui ont été prises pour assurer le retour au pays de nos compatriotes. Mohamed Khattab. Dans le souci de tenir informée l'opinion publique sur la situation et les conditions de nos compatriotes, pour la plupart des étudiants en Ukraine, et les mesures prises par l'État sur l'instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une attention particulière à cette question, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a tenu cet après-midi un point de presse au siège du ministère à Nouakchott, au cours duquel il a rappelé que la cellule de crise qui a été créée et opérant de jour comme de nuit, disposant de numéros de téléphone ouverts et joignables à tout moment, a fait plusieurs contacts avec les familles des citoyens qui se trouvent en Ukraine, les étudiants, les ambassades à Berlin et à Moscou. Les informations recueillies, a-t-il dit, ont révélé que quelques jours avant le déclenchement des opérations militaires en Ukraine, il y avait 35 Mauritaniens pour la plupart des étudiants. 7 d'entre eux ont quitté l'Ukraine avant l'opération militaire et les 28 autres étaient en Ukraine au premier jour de ces opérations militaires. La cellule de crise les a contactés un à un, y compris les 2 filles étudiantes, et toutes les informations les concernant, notamment leur lieu de résidence, leur numéro de téléphone, ceux de leur famille ici et qu'elles tenaient informés, étaient en notre possession. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux d'être en mesure d'affirmer que 22 d'entre eux sont arrivés en Hongrie en 3 vagues de 2, 2 et 18 par train provenant de la ville de Kharkov, de l'extrême est à l'extrême sud, après avoir essayé vainement le passage par les frontières polonaises qui avaient trop d'embouteillages. Ce parcours d'un extrême à l'autre, nous l'avons suivi, a dit le ministre, heure par heure, comme si nous y étions informés des arrêts du train, et ils sont aujourd'hui en route dans un bus à destination de Budapest, la capitale de la Hongrie. 3 autres étudiants ont quitté la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, à bord d'un minibus à destination de la Hongrie pour rejoindre les 22 autres Mauritaniens. Il y a également un étudiant qui était dans la ville de Dnipro, qui doit être en ce moment déjà en Roumanie. De même, un autre étudiant mauritanien se trouvant dans la ville de Dvotsky et qui a décidé, et il est le seul à le faire, de ne pas partir, demandant à rester une semaine de plus pour se décider. Cela pour des raisons se rapportant à ses études ou parce qu'il espère que les choses vont évoluer dans le sens d'un arrêt des opérations militaires. Comme je l'ai dit auparavant, a ajouté le ministre, nous avons des informations détaillées sur tous ces Mauritaniens, des copies de leurs passeports, leurs numéros de téléphone, etc. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a précisé qu'il y a un Mauritanien qui n'a pas daigné coopérer avec la cellule de crise, précisant
que c'est un étudiant qui était en Ukraine depuis longtemps et qu'il est aujourd'hui en Hongrie, mais il a décidé de ne pas être inclus dans cette décision. Oui, le Cheikh Ahmed a précisé que parmi le premier groupe de Mauritaniens ayant quitté l'Ukraine, il y en a un qui est arrivé à Berlin et a contacté l'ambassade avant d'être reçu aujourd'hui par l'ambassadeur qui l'héberge à domicile. Pour les 22 autres et les 3 étudiants qui les rejoindront, l'ambassade leur a pris une réservation dans un hôtel à Budapest pour se reposer en attendant de prendre un avion Budapest-Istanbul-Nouakchott sur les frais de l'État mauritanien. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a indiqué que pour compléter les informations sur nos compatriotes en Ukraine, il y a une famille dont la mère est mauritanienne qui a souhaité être aidée pour entrer en Roumanie. L'ambassade mauritanienne leur a envoyé une invitation qui leur a permis d'entrer en Roumanie où elle doit y être déjà. Le ministre a souligné avoir pris des contacts ces derniers jours avec son homologue marocain, Nasser Boureta, dans le but de réserver des places pour des étudiants. Pour ces étudiants, sur les vols organisés par la Royal Air Maroc, et que cette demande a été favorablement accueillie par le Royaume du Maroc, même si aujourd'hui l'autre option d'une ligne directe Budapest-Istanbul-Nouakchott a été trouvée. Son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, a présidé ce matin à Nouakchott la commémoration de la Journée mondiale de la protection civile. Cet anniversaire est célébré sous le thème la protection civile, l'administration des populations exilées en temps de catastrophes naturelles et de crise et le rôle des volontaires dans la lutte contre les pandémies. Cette manifestation s'est accompagnée par la sortie de la 8e promotion des agents de la sécurité civile et la première promotion dans le domaine de la comptabilité. Abdullah Damaba. La Journée internationale de la protection civile a été célébrée le début du mois de mars cette année, commémorée cette année sous le thème « Rôle des volontaires dans la lutte contre les épidémies, la sécurité civile, la gestion des populations déplacées en temps de catastrophes naturelles et de crises ». Cet événement a donné lieu à une cérémonie qui a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, tenue au niveau de la caserne du groupement général de la sécurité civile et de la prévention des crises au sein de la Moukata d'Iksar relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a salué les directeurs régionaux et centraux de la sécurité civile et de la prévention des crises. Cette rencontre a aussi été marquée par la levée des couleurs. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, a affirmé que le gouvernement a décidé de hisser les moyens humains, financiers et logistiques alloués au secteur de la sécurité civile et de la prévention des crises. Ce qui, souligne-t-il, s'inscrit dans le cadre du plan quadriennal 2021-2024. Il a par ailleurs déclaré que des réformes structurelles ont été menées, ce qui a découlé par le reclassement de la protection civile en une délégation générale à la sécurité civile et à la prévention des crises. Le délégué général à la sécurité civile et à la prévention des crises, le général Khattar Ould Mohamed Mbarek, a affirmé que ce secteur a connu ces 2 dernières années des améliorations notoires, ce qui, souligne-t-il, s'est manifesté par l'augmentation de leur capacité d'intervention, l'augmentation des dotations financières de manière significative. Il a aussi mis en avant les formations dont les agents membres de ce corps ont eu à bénéficier pour une durée de 3 mois au niveau de Rosso. Le maire du Iksar, le secrétaire général du Croissant Rouge mauritanien, le président de l'Association nationale des retraités de la sécurité civile et de la prévention des crises se sont tour à tour exprimés. Ils ont salué la considération dont les membres de ce corps ont droit. Les agents de la sécurité civile qui font partie de la 8e promotion du nom du défunt Hassan Ould Demba ont reçu des distinctions. Lors de cette cérémonie, les formateurs de cette promotion ont aussi eu droit à des distinctions durant cette rencontre. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la
la décentralisation et le ministre de la Défense nationale et le délégué général à la sécurité civile et à la prévention des crises ont visité cette exposition du groupement de la sécurité civile. Ils ont pu s'informer des moyens et outils logistiques dont dispose ce groupement afin de mener à bien ces interventions. Et dans le sillage de cette commémoration, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a tenu ce soir une réunion dans les locaux du ministère avec les officiers de la délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises. Mohamed Salim Merzoug a rappelé l'intérêt que le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, accorde à ces secteurs, intérêt, a-t-il dit, qui a été concrétisé par une série de recrutements et l'acquisition d'un nombre important d'équipements et de logistique. Le ministre a par ailleurs attiré l'attention sur l'importance du rôle de la sécurité civile dans la construction de la sécurité et le développement avant de donner des instructions claires sur l'importance de redoubler les efforts et de participer efficacement au service de la nation et de la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'actualité est marquée ce mardi sur le volet économique par la signature d'une convention de financement entre notre pays et l'Empire du Japon. La dite convention, signée par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et l'ambassadeur du Japon dans notre pays, est destinée à financer les activités du projet d'amélioration des installations du centre de qualification et de formation au métier de la pêche. Aminata Kane. La signature de ce don intervient pour la réhabilitation des installations du centre de formation des métiers de la pêche. Ce présent don est estimé à hauteur d'1,959 milliard de yens, soit l'équivalent de 600 millions d'émerus. Présent à la rencontre, le ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs a situé le cadre de la rencontre. Cette signature m'offre l'occasion de vous adresser, et à travers vous, au peuple et au gouvernement japonais, nos remerciements pour l'aide précieuse que votre pays nous a toujours apportée. Excellences, Mesdames, Messieurs, en témoigne la place qu'il occupe au sein des engagements du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Le secteur des pêches est l'un des secteurs productifs sur lesquels notre pays fonde beaucoup d'espoir. Compte tenu de ses avantages comparatifs pour le pays, de son apport en devises et aux recettes pour le budget de l'État. À cela s'ajoutent ses grandes potentialités et ses horizons prometteurs. Les mesures visant son intégration à l'économie nationale, le développement de ses capacités de production, la création de la valeur ajoutée et des emplois, la protection de la ressource et son exploitation durable ne sauraient atteindre leurs objectifs sans une politique active de renforcement des capacités et de mise à niveau des ressources humaines. Tel est, Excellences, Mesdames, Messieurs, le contexte dans lequel se situe cet appui qui devrait aider le secteur des pêches à surmonter certains défis liés aux capacités de nos ressources humaines. Lui succédant, l'ambassadeur du Japon dans notre pays a déclaré la solidité des relations entre notre pays et le Japon, indiquant que le Japon intervient dans notre pays dans le domaine de la pêche depuis 1977 avec la construction d'un centre de pêche adéquat. Il poursuit en indiquant que ce financement va permettre sans nul doute la réhabilitation du centre de formation pour une formation plus adéquate au métier des pêches. Le siège du ministère des Affaires économiques a par ailleurs abrité aujourd'hui, sous la supervision de son ministre Ousmane Mamadou Kane, le lancement des journées de revue conjointe du projet de développement du secteur éducatif en abrégé PNDSE 3. Dans son allocution, le ministre a indiqué que la revue intervient au moment où le pays a enduré ces 2 dernières années des vagues successives de la pandémie de la COVID-19 qui a secoué le monde en entier et perturbé toutes les programmations et prévisions dans tous les pays. Mohamed Khattab. Faire le bilan des 3 dernières années de mise en œuvre du projet de développement du secteur éducatif PNDSE, tel est l'objet de ces journées de revue conjointe du triennat 2019-2021 qui se poursuivront jusqu'au 3 mars courant. Ouvrant les travaux des activités de ces journées, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane,
a rappelé que cette revue intervient au moment où le pays a enduré ces 2 dernières années des vagues successives de la pandémie de la Covid-19 qui a secoué le monde entier et perturbé toutes les programmations et prévisions dans tous les pays. Cette année transitoire fait donc le pont entre le PNDS 2, arrivé à échéance, et le PNDS 3, dont la préparation sera entamée à l'issue de la présente revue. Une année riche en concertation et réflexion. D'abord au niveau national, avec la tenue des journées nationales de concertation sur l'éducation, qui ont permis d'atteindre un consensus national sur le contenu des enseignements et de poser les jalons de l'ambitieuse réforme qui fera l'objet d'une loi d'orientation dont les principaux éléments figurent dans le document issu des journées nationales de concertation, intitulé « L'école que nous voulons ». Ensuite, au niveau régional, avec l'élaboration de plusieurs plans de développement régionaux de l'éducation. Lui emboîtant le pas, Mme Bénédicte Brusset, représentante de l'Agence française de développement et chef de file des partenaires techniques et financiers de l'éducation, a indiqué qu'il s'agit de faire ensemble le suivi de la mise en œuvre du second plan sectoriel de l'éducation. Cette revue prend place au moment où votre gouvernement prépare son nouveau plan sectoriel de l'éducation qui s'appliquera pour les 10 prochaines années. Le président de la République nous l'a rappelé dans ses interventions, s'est engagé à mettre en place une politique volontariste de développement du capital humain en faisant de son mandat un quinquennat d'accélération et d'intensification des politiques d'éducation, de santé et d'emploi en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et d'ouvrir de nouveaux horizons à notre jeunesse, dixit. Donc tout cela nous engage à redoubler d'efforts, nous tous. Organiser cette revue nous permettra de contribuer à la mise en œuvre de cet objectif essentiel présidentiel. C'est dire que cette revue conjointe du PNDSE donne l'opportunité de faire le point sur le chemin parcouru jusqu'à là et de poser les jalons de la préparation du prochain programme. Une autre commémoration aujourd'hui, celle de la 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Cet anniversaire a été célébré par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et le ministère américain de l'Agriculture. Amina Mtakhlil. La commémoration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire a été l'occasion pour les acteurs officiels du domaine de rappeler, à travers des actions concrètes, l'engagement des pouvoirs publics visant à assurer un meilleur cadre éducatif par le biais de la mise à disposition de cantines scolaires sur l'ensemble du territoire national. Pour redynamiser le processus, un accord de partenariat a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif d'un côté et la Délégation générale de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion Ta'azur et le commissariat à la sécurité alimentaire de l'autre. L'objectif étant l'approvisionnement de 1000 écoles primaires en produits alimentaires au profit de plus de 180 000 élèves. S'exprimant à l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaini Nouleyi, a signalé que l'accord signé détermine le cadre dans lequel est exécuté le programme de nutrition scolaire pour l'année scolaire en cours. Il a précisé que la signature pour la 2e fois de l'accord portant sur la composante nationale du programme s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la politique gouvernementale qui accorde une place de choix à l'alimentation scolaire en l'intégrant dans les politiques de lutte contre la pauvreté et la marginalisation. Pour sa part, le délégué général de Ta'azur, M. Mohamed Mahmoudoul Bouassri, a expliqué que le présent accord s'inscrit dans le cadre d'un partenariat réunissant les 3 secteurs renouvelés chaque année et qu'il jette les bases d'un programme d'alimentation scolaire permanent. Il a également expliqué que le renouvellement annuel de cet accord vise la prise en compte des nouveaux paramètres et leur accompagnement au niveau national et international. Quant à la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khatri, elle a loué le caractère ambitieux du programme qui encourage la scolarisation des enfants, surtout dans les milieux pauvres, à travers la prise en charge de leur alimentation au niveau du primaire.
Des milieux qui occupent une place de choix dans le programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et la lutte contre l'exclusion. Pour leur part, la représentante du Programme alimentaire mondial dans notre pays, Mme Kinda Samba, et le président de l'ONG Contrepart, M. Dizzy Amonga, ont exprimé l'importance de cet événement qui met la lumière sur l'importance des cantines scolaires. Des engagements sont pris pour œuvrer davantage à l'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes, en faire en sorte que chacun, où qu'il soit, puisse exploiter pleinement son potentiel. D'abord à travers les internats et ensuite les écoles du fondamental et les mahadras. En 2 ans de mise en œuvre, nous avons obtenu des résultats remarquables, dont les plus marquants sont: plus de 14 millions de repas ont été distribués, 169 infrastructures scolaires ont été réalisées, 61 375 élèves ont reçu au moins une dose de déparasitage, plus de 20 500 manuels et guides enseignants ont été distribués aux élèves et enseignants. Un engouement plus important des comités de gestion et des associations des parents d'élèves autour des écoles est noté. En marge des activités commémorant la Journée africaine d'alimentation scolaire, les délégations ministérielles ont écouté des explications sur les mécanismes adoptés pour l'approvisionnement des cantines scolaires, en plus d'autres exemples de coopération mis en œuvre par nos partenaires au développement. Le ministère de la Santé et l'OMS renforcent leur partenariat dans le domaine de la lutte contre les urgences sanitaires et les pandémies. Ils ont signé aujourd'hui, dans ce cadre, une convention de financement d'un montant de 9 500 000 $ portant sur la couverture de la période 2022-2023. Abdoulaye Damaba. Le ministre de la Santé a signé avec l'OMS un budget programme pour l'année 2022-2023 d'un montant global de 9,5 millions de $, ce qui permettra à la Mauritanie de faire face aux situations d'urgence et épidémies et renforcer la résilience du système sanitaire. La crise de la COVID-19 qui a montré combien l'OMS est un instrument indispensable pour la communauté internationale. Les comportements des États et des individus pendant la crise de Covid ont montré que le monde a besoin d'une autorité technique qui moralise et qui coordonne l'action humanitaire de par le monde. C'est ça ce que nous attendons de l'OMS, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle nationale. Autant l'OMS, pendant la crise Covid au niveau mondial, a affirmé son leadership comme organisation technique, comme autorité dans le domaine de la santé. Nous attendons que ce soit la même chose ici chez nous. Ce budget programme de l'OMS intègre les leçons tirées par le secrétariat de l'expérience acquise qui au cours des récentes situations d'urgence sanitaire ainsi que de l'exécution du budget programme 2020-2021, y compris toutes les modifications déjà apportées pour faire face à la crise due à la pandémie de Covid-19. Le budget de cette période place le pays au centre de l'action et se focalise sur des interventions pour progresser vers la couverture santé universelle, qui est par essence l'accès universel à un système de santé solide, résilient et centré sur la personne, qui se fonde sur les soins de santé primaires, également les interventions dans les situations d'urgence et celles de la promotion de la santé des populations par des approches multisectorielles. 6 millions de ce budget programme est destiné à la gestion des situations d'urgence, des épidémies et assurer un fonctionnement du système de santé. Pour service rendu à la nation et dans le cadre des festivités de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, des cadres et agents du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie ont été décorés aujourd'hui
par leur ministre Abdessalam Ould Mohamed Saleh. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national Mohamed Ibrahim Yarguet, conseiller du ministre chargé de l'électricité, Sidi Mohamed Beddi Mohamed, directeur central des ressources humaines, de la médaille de première classe Beddi Sid El-Mokhtar El-Amin, directeur de la distribution, Youssef Mohamed Douam, directeur de la production, l'ingénieur Talib Khiar Sidi Bouya Cheikh Mohamed Fadel, Bidden Khatri Ahmed El-Aql, responsable de la gestion de stock des produits pétroliers au dépôt de la SMH. El Kouri Ahmed Bedded, coordinateur roulage à la MHTT. Mohamed Mahmoud Benje Ngaït, chef de brigade. Hamadi Mamadoussi, responsable ajustage. Yahya Abdelkader, agent méthode engin par cette machine fixe. Hamadi Mahmoud Omar, superviseur mine. Mohamed El Kouri Alioun Mabrouk, chef service électromécanique. Mohamed Mabrouk Blal. Mamadou Djibril Bah, chef cellule électronique. Moussa Demba Diop, Ahmed Baba Baha, Fatimatou Ghunahallah, assistante. Sid Ahmed Abdallahi Lemhassan, réparateur mécanique. Mohamed El-Aqib, Sidi Mohamed, Mohamed El-Haj, responsable réception de la médaille de deuxième classe. Aminata Ndiaye Khan, chef service informatique. Khalilou Abdessalam Bodj, chef service à la direction de la production. Et enfin de la médaille de troisième classe, Abdi Masoud, chauffeur. Et Bouyo Harouna Dieng, secrétaire de direction. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur les travaux du forum consultatif pour le renforcement des mécanismes de prise en charge des enfants perdus, sanctionnés par une série de recommandations parmi lesquelles le lancement d'une campagne sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les parents au moyen de prévenir la perte d'enfants. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur les travaux de concertation pour la coordination des efforts de lutte contre le phénomène des enfants perdus. À l'issue de la rencontre, il a été noté la constitution d'un comité conjoint pour la coordination, le suivi et l'amélioration des plans d'action afin de mieux combattre le phénomène des enfants perdus. C'est ce qu'a souligné la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation au cours de son mot pour la circonstance, qui a indiqué qu'il est important que tous conjuguent leurs efforts pour mettre fin à ce phénomène qui n'a que trop duré dans notre pays. À cet égard, elle a indiqué que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avec ses partenaires ne ménageront aucun effort pour mettre un terme à ce phénomène. À la fin des travaux, il a été retenu l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national, la vulgarisation du numéro vert avec l'implication de tous les acteurs concernés, l'utilisation des canaux de communication tels que les organes de presse publics et privés, la création des cellules d'écoute pour les enfants perdus dans les commissariats des mineurs, mais également la formation du personnel qualifié pour accompagner les enfants, surtout ceux qui sont à mobilité réduite, la formation des éléments de la police nationale, l'équipement en voiture et autres logistiques des commissariats des mineurs, l'augmentation des centres d'accueil et d'insertion des enfants, l'incitation des organes de la presse à la participation active aux campagnes, mais également la création d'une commission pour le suivi et le contrôle de l'application stricte des recommandations. Des membres du personnel de la Direction générale de l'emploi ont débuté aujourd'hui une formation de 6 jours intitulée « Management d'équipe et aux compétences attendues des managers » dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration de l'emploi et de son service public. Cette formation est initiée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec l'organisation Socioplis relevant de l'Union européenne. Amina Mtakhlil.
La formation qui durera une semaine vise le renforcement des capacités des agents d'administration de la Direction générale de l'emploi sur la gestion de l'emploi et des compétences requises. La rencontre est accentuée sur l'amélioration de l'organisation fonctionnelle de la Direction générale de l'emploi par la formation des managers. Supervisant l'événement, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Abdissaloum El-Cheikh Sadbou, a expliqué que ces ateliers de formation sont organisés au profit des travailleurs de l'administration générale de l'emploi sur la gestion de l'emploi et des compétences requises des travailleurs afin de renforcer les capacités du département des ressources humaines dans la gestion de l'emploi, l'encouragement de l'échange des expériences entre tous les acteurs du secteur, l'exposition et l'analyse de la problématique de l'organisation des missions de l'administration générale de l'emploi. Il a ajouté que l'intérêt croissant pour les ressources humaines dans le secteur de l'emploi comme étant l'un des principaux axes de la stratégie nationale de l'emploi et la concrétisation du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Razouani, vise à mettre en place des stratégies de nature à rehausser le rendement des ressources humaines, de le rendre capable de suivre le rythme de la modernisation et contribuer à le faire avancer dans un processus intégral de développement dans le pays. Dans ce contexte, il a noté le soutien généreux apporté par l'Union européenne à travers Soucieux et l'accompagnement permanent du secteur de l'emploi afin d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie nationale de l'emploi. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion, M. Jorge Valiente Izquierdo, chargé du programme Équipe économique et sociale à la délégation de l'Union européenne, a remercié les hauts responsables du ministère d'avoir assisté à l'ouverture de la formation et a renouvelé l'engagement de son institution dans le cadre du renforcement des capacités des secteurs de partenariat. Il s'est également félicité du renforcement de partenariats existants entre l'Union européenne et le secteur de l'emploi en Mauritanie. Il est à rappeler que la formation est organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle avec la collaboration technique et le financement de l'Union européenne. Autre formation, celle organisée aujourd'hui par l'Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire au profit de certaines personnes travaillant dans le domaine de la sécurité des frontières. Cette session inaugure une série de formations visant à vulgariser les compétences et connaissances relatives à la détection des produits dangereux. Najia Jekani. C'est une formation sur les risques liés au contrôle des substances nucléaires, radioactives, biologiques et chimiques sur les frontières organisée conjointement par l'Autorité nationale de radioprotection, de sécurité et de sûreté nucléaire et les centres d'excellence de l'Union européenne en collaboration avec France Expertise. Ouvrant les activités de cet atelier de formation, le président de la RSN, M. Ishaq Mohamed Moussa, a indiqué que cette formation s'appuiera sur la détection des matières nucléaires, radioactives, biologiques et chimiques, sous la supervision d'experts français. 3 jours durant, les participants à cette formation vont débattre d'importants sujets relatifs aux défis qui se posent au contrôle des frontières en ce qui concerne ces substances nucléaires, radioactives, biologiques et chimiques et diverses expériences opérées dans ce domaine, afin de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences négatives sur la société et l'environnement. Le représentant du bureau France Expertise a salué la coopération de son institution avec les responsables des centres et la RSN. La Commission européenne a souhaité mettre en place des centres d'excellence pour aider nos pays partenaires, au nombre duquel vous êtes, sur un certain nombre de projets autour du transport des matières dangereuses, des risques industriels et des passages de frontières de biens qu'on appelle biens à double usage, c'est-à-dire des produits chimiques qui peuvent avoir un usage industriel, agricole, classique, mais qui, détournés par des mains malveillantes, pourraient servir à toute autre chose. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons ce projet 55 qui traite à la fois du volet juridique, des risques présentés par ces produits et du travail interservice qui doit être réalisé pour contrôler le passage de ces produits chimiques dans les différents points frontières que vous avez avec les pays voisins. De son côté, le commissaire régional responsable de la communication nationale des centres d'excellence a remercié tous les participants pour l'intérêt qu'ils accordent à cette formation. Nous avons mis en place toute une série de textes législatifs, réglementaires, pour juguler
ce phénomène. Mais également, nous avons eu le soutien de nos partenaires étrangers, notamment l'Union européenne et Expertise France. Donc cette formation sera axée spécifiquement pour les agents au contrôle des frontières, pour leur permettre d'avoir une formation solide en matière de contrôle des matières NRBC. Il est à noter que le premier jour de la formation a été marqué par 2 exposés, dont l'un était sur la gestion efficace des matières nucléaires, biologiques et chimiques, et le second exposé a porté sur les missions de la protection civile. Le Covid-19 reste d'actualité, même si la barre des contaminations a considérablement baissé ces derniers temps. Ces dernières 24 heures, le virus a infecté 5 personnes. En revanche, 7 autres ont été déclarés guéris. Le ministère de la Santé, qui a publié ces chiffres, n'a pas mentionné de décès. Nous refermons ce journal par la conférence de presse donnée hier soir par le président de l'UPR au siège du parti et dans laquelle il a présenté le bilan de l'action du parti depuis le 2e congrès ordinaire et les activités qui ont accompagné et soutenu l'action du gouvernement. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a également passé en revue les résultats de la dernière session du parti. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le ministre des Affaires étrangères explique dans une conférence de presse la nature des dispositions prises pour le retour de nos compatriotes d'Ukraine. Le ministre de l'Intérieur préside la Journée internationale de la protection civile et la sortie de 2 promotions. Signature de 2 conventions relatives au métier de la pêche et la riposte contre les pandémies dans notre pays. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.